On est content que vous soyez nombreux et nombreuses à vous être inscrits pour cette conférence. Alors, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas bien, Nos voisins lointains 3.11, c'est une association de solidarité et de coopération avec les Japonais et les Japonaises victimes de l'accident nucléaire de TEPCO Fukushima Daiichi. Cet accident, comme vous le savez sans doute, a débuté le 11 mars 2011 et c'est pour ça qu'on s'appelle 3.11. Ça reprend la date de l'accident à la mode japonaise dans le nom. Alors, dans un premier temps, dans cette conférence, nous allons diffuser une courte vidéo. Dans cette vidéo, il y aura divers éclairages sur la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi, notamment en ce qui concerne la contamination de l'environnement et la violation des droits humains. Ensuite, nous donnerons la parole à Akiko Morimatsu, qui nous parlera en direct du Japon. Elle nous parlera du bouleversement que l'accident nucléaire a occasionné. Elle analysera la politique des autorités nucléaires en matière de risques sanitaires, notamment du point de vue des droits humains. Alors, Akiko Morimatsu est coprésidente de la coordination nationale des plaignants en procès contre TEPCO et l'État japonais. Donc, elle s'exprimera en particulier en tant que coprésidente de cette coordination. Elle parlera en japonais et ses propos seront traduits au fur et à mesure. Merci aux 2 traductrices qui vont le faire. Après Akiko Morimatsu, on donnera donc la parole à Bruno Charéron, qui nous parlera des risques de catastrophe nucléaire en France, des conséquences d'un tel accident et des réglementations qui s'appliqueraient donc dans ce cas en France. Alors, Monsieur Charéron, pour ceux qui ne le connaissent pas, est conseiller scientifique à la CRIRAD. La CRIRAD, c'est la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, une association qui a été créée en 1986 après Tchernobyl. Et pour finir, après donc, ces 2 interventions, d'Akiko Morimatsu et de Bruno Charéron, nous prendrons un temps pour répondre à quelques questions afin d'approfondir les thèmes qui ont été abordés dans les interventions. Donc, nous allons commencer par une petite vidéo. Enfin, c'est Pierre à la technique qui va nous lancer la vidéo. On l'a vu au moment de Tchernobyl en France, on l'a vu là au moment de Fukushima au Japon, c'est que les services officiels, les États, ne veulent pas, et en tout cas ne sont pas capables, de donner des informations correctes. テレビのニュースや報道番組だけしか、その原発が爆発して実際に、事故を起こしたということは知ることができないわけです。で、その情報が知ることができない中で、その中で判断をいろいろと迫られるということが起きます。そうやって福島の浜通りの私たちだけがその映像を見ることはありませんでした。Au Japon, un certain nombre d'experts avaient les outils, ce logiciel Speedy, et les connaissances leur permettant de prévoir dans quelle direction les masses d'air contaminées allaient se déplacer. Et ils n'ont pas prévenu la population, c'est même pire que ça, puisque vous savez, certains groupes de population ont été évacués vers des territoires plus contaminés du fait de la direction des vents que l'endroit d'où on les a évacués. そして12日の夕方になって、そこへ一台の車が止まって、中で叫ぶ声が来ました。ガスマスクをして、防護服を着ていました。頼む、逃げてくれ。ここは危ないんだ。福島方向へ向かって30キロ超えて逃げてくれって泣いていました。で、ここは避難所になっているから、あそこにもここにもたくさんの人がいるって言いますと、びっくりしてそちらの方へ走っていきました。On est ici en préfecture de Fukushima, dans une école. Les enfants sont là, ils sont toujours là, les enfants ils n'ont pas été évacués. Et pourtant, la radioactivité est extraordinairement élevée. 校庭の使用制限をしている。子供たちはずっと教室の中で過ごしているというニュースの映像にピアノの生徒たちの姿が映っていました。避難の基準である20ミリシーベルトを超えている数値が出ているのに、学校を再開して子供たちを通わせて危険な目に遭わせている。事故が起きた時に私には外遊びが大好きで元気いっぱいの5歳になった娘がいました。事故3年をかけてその元気な娘がお
母さん気持ちが悪いってしょっちゅう言うんですね。手が痛い、足が痛い、体中全部痛いとか、寒気がするとか、もうわけのわからない症状に苦しまされるようになりました。で、それがどんどんひどくなって、ぐったり横たわる以外何もできない。そんな状態になった時に、私は関東で被爆の問題に取り組んでらした三田茂先生に出会って、場所を動くということを教えられて、全てが動きました。私たちは西日本神戸へと数年前避難をして、1ヶ月後、娘の体は奇跡の大復活を遂げたんです。Un exemple dans une des écoles de la ville de Fukushima. Donc c'est une école qui est à, disons, entre 50 et 60 kilomètres du lieu de la catastrophe nucléaire de Fukushima à Daiichi. Eh bien, on a fait des mesures fin mai, début juin. Nous avons prélevé un échantillon de ce sol, cette boîte plombée, et je vais vous montrer que même 10 ans après, il est toujours radioactif. Pourquoi? Parce qu'il contient toujours le césium-137, qui est un élément radioactif, métallique, qui a été propulsé dans l'atmosphère par la catastrophe de Fukushima et qui est toujours présent aujourd'hui dans les sols de la préfecture de Fukushima, mais bien au-delà, jusqu'à Tokyo. 日本の政府は、放射能の土壌というのを全く調べませんが、日本では市民の人たちがとても頑張っていて、4000人の人たちが調べたデータをまとめたこんな冊子が出ています。東日本全域にこのように放射能汚染は広がっていて、黄色以上の場所というのは100ベクレルというレベルの汚染で、それは原発の敷地内では黄色いドラム缶に入れて厳重に管理しなければいけない、そのレベルの汚染です。On ne peut pas décontaminer une préfecture. On ne peut même pas décontaminer un lieu de vie, une seule maison. Nous l'avons vérifié par nous-mêmes. 我が家は帰還困難区域というレッドゾーンです。そこを除染して一部解除すると決まりました。家から20メートルの山まで除染するだけです。除染といっても落ち葉をかき集めるだけです。ですから山に雨が降れば流れてきます。福井地からは今でも放射性物質は出続けています。Quand on a vu les premiers chiffres de mesure de contamination en iode radioactif des aliments au Japon, plusieurs jours après les retombées, il y a des cas où en mangeant quelques grammes de végétal, un jeune enfant pouvait dépasser très largement la dose maximale annuelle à la thyroïde. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait une épidémie de cancer de la thyroïde autour de Fukushima. 環境が汚染されたんです。放射線を浴びることじゃなくて、中に取り込むということを見なくちゃいけないんです。そこが隠されています。テレビの報道から私は飲み水が汚染されている情報を知ることになりました。東京の金町浄水場というところの水道水から放射性物質が出たというお話です。200キロ圏内の水道水が汚染されているのに、60キロのすぐそばにいる私たちの飲み水が汚染されてないはずがない。何も知らずにそれまで水を飲み続けて、その報道に触れた後も、私自身もその水を飲まざるを得ない0歳の子供は、私の飲んだ水から出る母乳によって命をつないでいたわけなんですね。酪農家の方々は、牛乳を、牛のお乳を絞っても、それを出荷停止になって、出荷することができなくて、牛のお乳も畑に捨てる。私たち人間も空気で空間線量が高いところにいて被爆をし、それから飲み水から先ほど言ったように、水道水が汚染されていると、飼っていてその水を飲むしかなく、で、その水を飲んだ牛のお乳がお乳を圧縮して、さらに放射性物質がたくさん濃縮して出るから、お乳を捨てると言われているのに、その汚染された水を飲んだ自分の母乳を0歳の娘にあげなければいけない。そして2016年に放ってはおけない、丘へ転移するかもしれない癌だと告げられました。甲状腺癌で。そして摘出手術を受けました。私は友人を
白血病や甲状腺がんで亡くしています。私よりも若い人たちががんで死んでいきます。こんなことはありませんでした。事故から5年ぐらい経ったぐらいの時から、患者さんの中ですごく体調の悪い方が増えてきて、で、その体調の悪さっていうのが、広島、長崎の原爆ブラブラ病のような症状。なんでブラブラって言われるかっていうと、怠け者みたいに見られる。なんで力が出ない、意欲がないとか、それから記憶力がない、それから体の抵抗力がないとか、そういう、なんとなく全体的な不調というような症状が、見られるようになって、相手は放射能です。だから、これから先の話だと思うんです。健康被害がないはず、ないです。あるっていうのは大前提のはずです。でもこの国は、検診したり、検査をしたり、検証するということをしません。で、代わりに行われたのが、放射線は安全というプロパガンダです。放射線の不安を言うのは復興の妨げになりますよ。差別になるって。起きてることの本質、原発事故の本質は健康被害です。Un des points très importants aussi à faire, ce serait de stopper la banalisation. 東京で放射能の影響がとかなんとか言うと、全く相手にされないんです、病院では。笑われるか、馬鹿にされるか、すごく怒られるか。でも、その頃福島では、放射能の心配をし続けることに疲れてきて、もう大丈夫よっていう人が増えてきました。だんだん周りの空気が変わっていく恐ろしさを感じましたが、その気持ちはよくわかりました。私もここにいたらきっとそうなるだろうと思いました。Les autorités japonaises ont une politique, vous le savez, depuis plusieurs années, quelque part de forcer les habitants à revenir dans des territoires contaminés. Cette politique s'appuie sur deux choses. Un, avoir augmenté les taux de radiation acceptables pour l'homme. Avant, la limite de dose maximale annuelle admissible, c'était 1 millisievert par an. Les autorités japonaises ont porté ce chiffre à 20 millisievert par an. Deuxième problème, du coup, pour mener à bien cette politique de retour forcé, quelque part, évidemment, certaines aides sont supprimées aux habitants pour les forcer à revenir. Il ne faut pas faire pression sur les populations pour les renvoyer vers des territoires qui sont contaminés. C'est quelque chose qui est très particulier au Japon, ça n'a pas été fait comme ça à Tchernobyl. Mais au Japon, on a vraiment, c'est pas un sentiment, on voit une volonté des autorités. 避難区域ではない地域の私たちは、放射能で汚された福島で不安を抱えながら暮らしていくか、今までの生活や将来の計画もすべて捨てて、放射能のないところに移り住むか、その選択を余儀なくされました。どちらも望んでいない。どちらも選びたくない。その2つの選択肢の一方を選ぶことを強いられました。だから、福島に残る選択をした人も、避難を選択した人も同じ被害者です。それぞれ自分や家族やその状態や立場の中で苦渋の選択をしました。そしてその選択の責任を個人に負わされました。これは私たちにとってかなりの重荷です。私たちはこの重荷を背負わされていることで、自分の家族や子供や地元に残った人にそれぞれ何かしらの後ろめたさを感じています。責任を取るべき人が取らず、被害者が責任を負わされていることで分断が起こり、私たちはいつまでもその罪悪感から解放されずにいるのです。私は裁判で国と東京電力の責任を求めていますが、病気になったから被害があるのではなく、被爆をしたことが一生の被害であるということを認めてもらいたいと思っています。今、時間的にも空間的にもとっても大きな形で行われている、これは人権の侵害だと思います。本当に被爆をしたくないという人間が本来持っている被爆を避けるという、そういう
命や生命に関する権利が侵害されているっていうのが、原発事故の被害の中でも最も問題であり、最も一番問題視されなければいけない問題の本質だというふうに思っています。Voilà, maintenant, donc, je donne la parole à Akiko Morimatsu. フランスの皆さん、こんにちは。森松明子と申します。今日はフランスの皆様に福島原発の、原子力惨禍から13年間、私が被災し、避難を経験した、その原発被害の本質と、避難の実相についてお伝えをする機会をいただきまして、本当に今日はありがとうございます。13年間、福島県郡山市から大阪府大阪市に子ども2人とともに国内避難を続けています。母と子供だけの避難、いわゆる母子避難をしていて、2011年の3月11日、当時0歳と3歳だった子供たちは、13年間、父親と、一緒に暮らした経験はなく、福島と大阪で離れ離れで、暮らしています。母子避難という家族を分散させた避難かといいますと、強制的に避難させられた地域ではなくて、いわゆる自主避難とされて、父親は福島に残って働き続けて、家族の避難費用を捻出していて、家族を支えています。の娘は父親と一緒に暮らした経験はなくて、月に一度しか会えない子供たちは、幼かった頃は父親と離れるたびに泣いて号泣していましたが、今、13歳と16歳、中学生と高校生になった子どもたちは、なぜ自分たちが避難をしているかということは十分に子どもでも理解をしています。子どもたちは13年間、福島県が実施している、当時18歳未満の子どもたちが2年に1回受診することができる、福島県の県民健康調査で、甲状腺エコー検査を2年に一度受け続けています。幸い、現在のところ、私の子どもたちには、甲状腺異常をはじめ、明らかな健康被害は生じていませんが、子どもたちは避難をしていても、今でも検査を受け続けなければいけない、そういう理由も、その必要性も私たちはよく理解しています。原子力緊急事態宣言が2011年の3月11日、日本時間の19時3分に発令されて以来、その宣言が日本で解除されたことは、これまで一度もありません。でも、日本に住む国、日本の人たちは、原子力緊急事態宣言下に置かれている自覚も、その重大性にも、事故直後、当初から、今現在も気づいていません。事故は終わっていないのに、まるで何事もなかったかのように忘れ去られようとしています。原発事故直後から、避難をするか、避難をしなくてよくてとどまるか、客観的な放射能汚染の状況を把握したくても、私たち市民には必要な情報は与えられませんでした。一方で、ニコニコ笑っていれば放射能は来ませんとか、年間100ミリシーベルトまでは、大丈夫だとかのプロパガンダも含め、おかしいことにおかしいと言えない雰囲気がずっと作り続けられてきました。私たちは被爆はしたくない。子どもたちだけは被爆から絶対に守りたいという、そういう市民の声は、復興とか、頑張ろう福島とか、オールジャパン、日本は一つという大合唱によってずっと書き消され続けてきました。被爆を避けるために、避難をしたいと主張することは、異端とされ、復興を妨げる厄介な人とか、歩く風評被害とか、果ては非国民などと揶揄され、虐げられました。現在では、風評加害者にならないようにと、加害責任を問われている国の側や東京電力が、被害者のことを加害者扱いして責任転嫁をしている、そういう状況になっています。住民へのアンケート調査では、実際は多くの住民が避難したくても、補償や賠償がなければできないとか、本当は避難できるものなら子どもを連れて避難を今からでもしたいと多くが答えていますが、
激しいバッシングの対象となることを恐れて、そういう言論も封じられたりしています。原発は国策ですの規制権限を持つのも国ですが、ひとたび事故を起こせば、犠牲になるのは周辺に住む全く罪のない無辜の人々です。とても大切なことなのですが、原発に賛成していた人にも、反対していた人にも、無差別に放射線被爆の脅威っていうのは襲いかかります。そして、親が避難を決断しなければ、子供は避難することはできず、特に被爆に最も脆弱な子供たちが一番の核の犠牲になるのです。国策による犠牲をとりわけ、被爆に脆弱な子供たちに強いることは、私は許されないと思います。福島第一原発の事故から11年後に、当時6歳から16歳だった、福島県に住む子供たちが小児甲状腺がんになりました。それは東京電力の原発事故の放射能被爆の影響による健康被害だとして、裁判所に訴えを提起しました。3年後の今現在、原発事故の当時までは、100万人に1人か2人しかならないと言われていたにもかかわらず、分かっているだけでも今300人を超える子どもたちが小児甲状腺がんを福島では発症しています。この小児甲状腺がんの多発の事実自体もそもそも日本ではほとんどメディアで報道されることもなく、この事実が市民社会では全く共有されていません。そういうわけですから、それ以外の健康被害については、もちろん調べられることも、話題にすらされることもありません。原子力災害発災直後から、ずっと気のせいだとか、お母さんが心配しすぎだとか、すべて、心の問題ということにされ、放射線被爆による健康被害は、原発事故とは因果関係がないと決めつけられる風潮が顕著です。客観的事実があるのに、避難について避難についても、被爆防護についても、何の保護や救済もない現状では、この国は避難しても地獄、現地に留まっても地獄、で、また避難先から戻っても、また、苦しむ地獄という、そういう状況が日本では続いています。放射能汚染の客観的な事実があり、被爆を避ける必要があるから多くの人があらゆる困難を乗り越えても避難という決断をしています。実際に避難をすることも、そしてその避難生活を継続させるということも簡単なことではありません。避難の決断とともに避難の継続には実際に強制避難区域と同様に、自主避難であっても精神的な負担、それから経済的な負担を多大に強いられます。この国は、それら強制避難と自主避難を差別的に取り扱うことで、そういうことはでも許されず、それは国連の国内避難に関する指導原則にも明確な、規範としてあるのに、それに違反した状況が、日本では国際基準に違反した状況が続いています。原発事故による国内避難民には、人権保護の観点からの救済が全くなく、人権侵害が常態化している。だから、この国は国連人権理事会、その他国際社会からも多くの勧告や指摘を受け続けています。日本では、原発事故直後に福島第一原発からの距離だけという合理性のない線引きを行い、あたかも国が認める公式の避難者と、非公式の避難者というふうに、被害者を分けて分断し、賠償に差別的思考を持ち込みました。責任を問われている側が恣意的な線引きをして、被害を賠償化しているという手法です。土壌の汚染や、内部被曝のことは一切考慮に入れず、また、年齢や性別、職業、家族構成など、きめ細やかな保護や施策も、救済も13年経っても確立されず、ひたすら私たち被害者はいないことにされ、無視され続けています。私はそうした国や東京電力が勝手に持ち込んだ、強制避難区域内、区域外、それから福島県外などという、線引きや差別、それから偏見、固定観念を助長するような、そういう線引きによる分断を乗り越えて、放射能汚染地の
すべての被害者の救済を求めています。放射能汚染という客観的な事実に向き合い、万が一にも事故を起こさないと約束をした側が、これぐらいの被曝ならいいだろうと勝手に基準を決め、被害者は誰かということを勝手に決めるような線引きをし、私たちの被曝をしたくない、それから健康を享受したいという、私たちの人間としての命と生存に関わる根本的な権利を侵害し、尊厳を踏みにじることは決して許さないという思いから、その思いを同じくする人々と共に、司法による救済を求め、国と東京電力を被告に民事集団訴訟を私は提起しました。私はこれまで放射線被曝から免れ、健康を享受する権利の具体的、直接的、積極的な被曝防護の行為として、原発事故により拡散された放射線被曝からの避難の権利ということを主張してきました。逃げること、それから逃げ続けることの権利性についてもっと多くの人にその重要性を知ってほしいと思っています。日本では実際に避難している人の人数さえまともに数えられたことはなく、何人の人が避難したのか、そのうちの何人の人が避難元に戻ったのかも、13年経っても明らかではないというのがこの国の現状です。核から身を守るための何の制度も施策もない中で、放射能汚染があるところに、私は避難を終えて子どもたちを連れて帰還することは考えられません。放射能汚染をばらまいた側が客観的な汚染の事実を周知することなく、被曝防護のための基準を3.115に基準を緩めるなどして、政府と市民の信頼関係を破綻するような策ばかりが講じられているというのが日本の現状です。逆策で原子力発電が進められれば、逃げることは簡単には許されず、それは日本と同じように、フランスでも原子力を肯定するために、核との共存が可能であると、国家はそのように宣伝すると思います。でも、核の平和利用や、その放射能と共存が可能であるっていう主張は、欺瞞でしかないっていうふうに私は福島を経験してお伝えすることができます。なので、被爆するかしないかは、私たちが持っている権利なので、無用な被爆を強いられることに対しては、私は一歩も引きたくないですし、それを皆さんと共有して、無用な被爆を避け、自らの命や健康に対する基本的人権を、今こそその全人類的な取り組みとして、全力で確立しなければいけないというふうに私は考えています。これだけを最後にフランスの皆さんにお伝えしたいと思いました。今日はありがとうございました。Merci, Madame Morimatsu, pour votre témoignage. On pourra développer davantage avec les questions aussi après. Et donc, nous allons enchaîner avec l'éclairage de Bruno Charéron. Et je rappelle pour ceux qui peut-être auraient raté, parce qu'à arriver plus tard, que les questions se posent dans le chat, c'est-à-dire en cliquant sur discuter. Voilà. Bonjour à tous et toutes. Merci à nos voisins lointains 3.11 d'avoir organisé ce webinaire. Bon, je suis un petit peu gêné d'empêcher Akiko de poursuivre son propos, mais bon, c'est organisé comme ça. Donc, je m'appelle Bruno Charéron. De formation, je suis ingénieur en génie énergétique et nucléaire et j'ai dirigé le laboratoire de la CRIRAD pendant 30 ans. Je suis aujourd'hui conseiller scientifique à la CRIRAD. CRIRAD, ça veut dire Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. C'est une association à but non lucratif créée en 1986 suite à la catastrophe de Tchernobyl par des citoyens, principalement de la Drôme et de l'Ardèche, qui étaient, disons, choqués de voir le niveau de désinformation qui s'opérait à ce moment-là en France par rapport à l'intensité des retombées de Tchernobyl. Donc ce groupe de citoyens a créé un laboratoire indépendant qui a sa propre équipe scientifique, et on a pu aller, mon collègue Christian Courbon et moi-même, pour la CRIRAD à Fukushima, fin mai, début juin 2011, donc quelques mois seulement après le début des rejets radioactifs, et on a pu faire d'ailleurs des mesures dans la zone d'où vient Akiko, la zone de Koriyama, qui était vraiment très contaminée,
toujours très radioactive, même plusieurs mois après le début des rejets. On a pu d'ailleurs à ce moment-là rencontrer un maraîcher qui, évidemment, comme son nom l'indique, cultivait des légumes. Il n'avait plus le droit de les commercialiser du fait de la contamination, mais il nous a expliqué que pour ne pas gaspiller sa production, il a décidé de manger ses légumes, lui, sa famille et ses enfants. Et disons qu'apprendre ça en voyant le niveau de radiation sur sa parcelle, c'est quelque chose qui nous a beaucoup choqués. Et je dirais que d'une façon générale, cette mission de mai-juin 2011 de Tokyo jusqu'à Fukushima a été pour nous un vrai traumatisme en fait. C'est-à-dire que voir les niveaux de radiation monter de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'approchait de la préfecture de Fukushima, voir toutes ces personnes, ces femmes, ces enfants vivant normalement au milieu de cette radioactivité à des niveaux 10 fois, 20 fois supérieurs à la normale, c'est quelque chose qui est assez invraisemblable. C'est-à-dire il faut vraiment le voir pour croire que c'est possible. Plusieurs mois après, encore dans la phase d'urgence, qu'il y ait des difficultés à s'organiser, on peut le comprendre, mais que plusieurs semaines et plusieurs mois après, on laisse des gens vivre avec de tels niveaux de radiation, c'est quelque chose qui est très choquant. Alors mon propos, je vais essayer de ramener la problématique sur la France avec 3 idées. Premier point, la catastrophe nucléaire, malheureusement, est possible. Deuxième point, quand l'accident grave survient, personne ne sait le gérer. Et troisième point, beaucoup de choses sont mises en œuvre pour que si un accident nucléaire intervient, eh bien les coûts pour l'État soient les plus faibles possibles à notre détriment. Alors premier point, l'accident nucléaire est possible. Je pense que euh, beaucoup de gens, spécialistes ou non spécialistes, le disent depuis des décennies. Ce qui est nouveau depuis la catastrophe de Fukushima, c'est que c'est reconnu en France clairement par les autorités, par l'autorité de sûreté nucléaire, par l'IRSN. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde admet que oui, l'accident grave, voire la catastrophe nucléaire est possible, y compris en France sur nos réacteurs. Ça, c'est le point numéro un. Alinéa par rapport à ça, c'est de voir que en termes de sûreté nucléaire, ces dernières années, il y a quand même beaucoup d'alertes, beaucoup de choses en tout cas qui doivent nous alerter. Par exemple, le scandale du Creusot, où on sait que le fabricant de pièces métalliques qui sont fondamentales pour la sûreté des réacteurs a falsifié des documents de qualité. Ça veut dire qu'il y a une volonté de cacher des malfaçons ou des défauts sur des pièces vitales pour la sûreté nucléaire. Vous savez que l'autorité de sûreté nucléaire a lancé ces dernières années justement, a mis en place un système d'alerte pour que les salariés du nucléaire qui sont témoins de choses graves puissent les faire remonter, y compris anonymement, à l'autorité de sûreté nucléaire. Ça nous montre bien que, contrairement au discours qui est de dire en France, on a la meilleure autorité de sûreté nucléaire du monde, le meilleur gendarme du nucléaire du monde, ce sont des paroles. La réalité, c'est que même en France, l'autorité de sûreté nucléaire n'a pas les moyens d'aller expertiser tout ce qui se passe dans l'ensemble des processus qui sont fondamentaux pour garantir la sûreté nucléaire. Si on regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passe sur l'EPR qui est en construction à Flamanville, on voit bien que avec ce réacteur, pratiquement rien n'a été fait correctement depuis le début. Ni la conception, ni la réalisation du radier en béton, ni une multitude de soudures, ni l'élaboration du couvercle de la cuve, qui, vous le savez, n'est pas conforme. Et en ce qui nous concerne à la CRIRAD, nous avons découvert, à la lumière de l'incident plus exactement, qui a eu lieu sur le réacteur EPR de Taishan, le premier réacteur EPR à fonctionner dans le monde, en Chine, nous avons découvert qu'en fait, ce qui a conduit l'opérateur de Taishan à devoir arrêter le réacteur pendant une année à peu près, c'est en fait un problème de conception du cœur de ce réacteur. L'EPR de Flamanville va avoir le même problème, c'est qu'en fait, la forme, disons, la forme de la cuve, ou plus exactement
le plénum de la cuve, l'instrument, comment dire, la façon dont l'eau circule à l'intérieur de la cuve n'est pas conforme aux attendus. Cette eau induit des vibrations sur le cœur du réacteur, sur les assemblages de combustible, qui les a fortement dégradés dans le cas de Taishan. Donc ça, évidemment, ça pose des problèmes de sûreté nucléaire. Ce problème n'est pas résolu pour le réacteur EPR qui est en construction à Flamanville. Et ce qui va se passer, très probablement, c'est que ce réacteur va démarrer alors que ce problème n'est pas résolu et que l'IRSN le reconnaît. Pour résoudre ce problème, il faudra intervenir sur le cœur enfin, sur la cuve du réacteur une fois qu'il aura démarré, si l'ASN le laisse démarrer. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de sens d'un point de vue de la protection du public et de la protection d'ailleurs des travailleurs qui devront intervenir. Donc en matière de sûreté nucléaire, la France n'a pas de leçons à donner. On n'est pas les meilleurs du monde et la catastrophe nucléaire est possible chez nous comme ailleurs. Il faut ajouter à ça que il y a un certain nombre de choses qui sont relativement nouvelles, qui n'ont pas été prises en compte évidemment à la conception des réacteurs. C'est par exemple la guerre. Ce qui se passe à Zaporizhia en Ukraine nous montre bien que lorsqu'une centrale nucléaire se trouve au cœur de combats, eh bien, personne n'est capable de gérer la situation correctement. Et dans le cas de Zaporizhia, les problèmes sur le refroidissement, les problèmes sur le personnel qui est sous pression, qui est de moins en moins nombreux, la perte d'alimentation électrique nous montre qu'on est en permanence, disons, on est dans une forte dégradation des marges de sûreté à Zaporizhia, et peut-être pas qu'on est en permanence à la limite de la catastrophe, mais enfin franchement, voir ce qui se passe là-bas nous montre bien que garantir la sûreté nucléaire en temps de paix, c'est déjà un énorme challenge, et qu'en temps de guerre, ça devient quelque chose de vraiment très complexe. Donc, il faut accepter le principe selon lequel si on accepte d'avoir recours à l'énergie nucléaire, il faut accepter le principe que l'accident nucléaire est possible. Ça, c'est le point numéro un. Point numéro 2, est-ce qu'on saura gérer l'accident nucléaire? Je pense que l'expérience nous montre que même dans un pays moderne, aussi moderne que la France, comme le Japon, eh bien, il n'a pas été possible, évidemment, de garantir la protection des populations par rapport aux rejets radioactifs. Vous le savez, des gens ont été évacués vers des zones qui allaient devenir plus contaminées que celles d'où ils étaient partis. Il n'y a pas eu de distribution efficace de pastilles d'iode aux personnes qui en auraient eu besoin. Il y a même eu à Fukushima des initiatives prises par des maires, des municipalités qui voulaient distribuer des pastilles d'iode et qui n'ont pas eu le droit de le faire parce que c'est une décision qui devait être prise au niveau centralisé. Donc, y compris au Japon, la population n'a pas été correctement protégée au moment des rejets massifs de Fukushima. Mais l'incapacité à gérer la catastrophe nucléaire, y compris dans un pays moderne comme le Japon, cette incapacité est toujours d'actualité aujourd'hui. Par exemple, vous le savez, à Fukushima, c'est 3 cœurs de réacteurs qui ont fondu. Il va falloir donc mettre en sécurité 880 tonnes de corium, cette matière hautement radioactive, ce combustible fondu. TEPCO ne parvient toujours pas à en récupérer ne serait-ce que quelques grammes pour l'expertiser, pour mettre au point les méthodes qui permettront de mettre en sécurité ces coriums. Donc lorsque la catastrophe nucléaire survient, personne n'est capable de la gérer correctement, ni par rapport aux conséquences sur la population, ni par rapport aux conséquences techniques, aux capacités de faire face ensuite, que ce soit à Tchernobyl. Le sarcophage de Tchernobyl n'est toujours pas démantelé, le corium de Tchernobyl n'est toujours pas mis en sécurité, pourtant c'était en 1986. Et dans le cas de Fukushima, TEPCO évoque un démantèlement du site en 2050-2051. Personne ne peut garantir aujourd'hui qu'il sera possible de vraiment mettre en sécurité le site nucléaire de Fukushima Daiichi un jour. Donc il faut bien avoir en tête ce point. Quand la catastrophe nucléaire survient, la situation devient ingérable.
Et de ce point de vue, au-delà des conséquences sanitaires, au-delà des conséquences de souffrance des populations qu'a très bien décrit Akiko, des souffrances qui continuent, vous l'avez bien compris aujourd'hui, il y a aussi les conséquences financières. Dans le cas de Fukushima, les évaluations de coûts aujourd'hui, ce sont des centaines de milliards. Il est possible, probable que à terme, peut-être que ça atteindra le millier de milliards d'euros. En ce qui concerne les conséquences financières d'un accident nucléaire dans l'ouest de l'Europe, l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, a fait des évaluations il y a quelques années qui aboutissaient à des coûts de centaines de milliards d'euros, et en réalité même beaucoup plus. Or, vous le savez, l'industrie nucléaire n'est pas assurée à la hauteur des coûts qu'elle fait supporter à la société lorsqu'une catastrophe survient. En termes de, de provision financière par rapport à la gestion d'une catastrophe, les accords de Paris, qui sont entrés en vigueur il y a quelques années maintenant, prévoient 1,5 milliard d'euros pour traiter les conséquences financières d'une catastrophe. C'est clairement insuffisant. Et de ce point de vue, l'industrie nucléaire est probablement une des seules industries qui peut encore fonctionner avec un tel décalage entre le coût de la catastrophe et les assurances et le dimensionnement des sommes par rapport à la responsabilité civile en cas de catastrophe nucléaire. Troisième, troisième point, c'est justement, puisque la catastrophe va induire des rejets radioactifs, une contamination de très vastes territoires et donc des conséquences sanitaires, pour limiter les frais, les dépenses d'évacuation, les États ont intérêt à mettre en place des normes de radioprotection les moins protectrices possibles. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Japon, puisque vous savez que par rapport à l'exposition aux radiations, même aux très faibles doses de radiation, toute dose augmente les risques à terme. C'est en tout cas le consensus actuel sur l'effet des faibles doses de radiation. Et de ce point de vue, la dose maximale annuelle admissible dans le monde, en Europe et en France et au Japon, est de 1 millisievert par an. Ça ne veut pas dire qu'en dessous de cette dose, il n'y a pas de risque de cancer à long terme, mais ça veut dire qu'en dessous de cette limite, le risque de décès par cancer est jugé socialement acceptable. Au-dessus, le risque est jugé inacceptable. Bien, au Japon, a été fixée une norme de 20 millisieverts, c'est-à-dire que l'État a pu laisser des personnes vivre sur des territoires qui délivrent pourtant une dose de 20 millisieverts, c'est-à-dire un niveau de risque de décès par cancer 20 fois supérieur à celui qui est d'habitude jugé à la frontière entre l'inacceptable et l'acceptable. Bien, en France, ça sera la même chose, puisque par rapport aux différentes fourchettes de référence de doses en cas de catastrophe nucléaire, par rapport aux différentes fourchettes que proposait la Commission internationale de protection radiologique, la France a décidé de retenir les valeurs les plus hautes. C'est-à-dire qu'en cas de catastrophe nucléaire demain en France, pendant la phase d'urgence, on pourra laisser entre guillemets les gens subir la radiation sans agir jusqu'à hauteur de 100 millisieverts, c'est-à-dire un risque de décès par cancer 100 fois supérieur à celui qu'on juge inacceptable aujourd'hui. Et pour la phase post-retombée, eh bien, on pourra laisser les gens vivre sur des territoires contaminés avec une référence de 20 millisieverts par an, sans limitation de durée. Donc bien sûr, pour que le coût de la catastrophe soit le plus faible possible pour les États, évidemment, mettent en place des normes qui ne sont pas suffisamment protectrices pour qu'il y ait moins de personnes à évacuer, moins de personnes à indemniser. Et ça, c'est vrai aussi pour les normes sur les aliments. Il existe une réglementation européenne qui concerne les NMA, niveaux maximaux admissibles de contamination des aliments. La CRIRAD a fait une analyse critique de ces niveaux et a montré que si on applique ce type de normes en cas de catastrophe
qui interviendrait en France par exemple, eh bien, beaucoup de personnes vont dépasser très largement les limites sanitaires. Autre point par rapport à la gestion de la catastrophe, c'est la tentation pour beaucoup de monde, au niveau des États, au niveau des industriels, de ne pas rendre compte à la population de la réalité de la catastrophe et des retombées. Pour ce qui concerne la France, on connaît bien ce problème puisqu'on l'a vécu au moment justement des graves accidents en réalité, sur le site de Saint-Laurent, la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, accidents dans les années 60 et dans les années 80, qui ont été totalement cachés au grand public, et pourtant il y a eu des rejets radioactifs à l'atmosphère, il y a eu des rejets de plutonium dans la Loire, ça a été caché à la population. Les retombées de Tchernobyl en France, nous savons tous que, au moment de ces retombées, la France est un des rares pays, si ce n'est le seul, en Europe, où il n'y a eu aucune mesure de protection sanitaire de la population. Il n'y a pas eu de conseil en France aux femmes enceintes, par exemple, en leur disant de ne pas consommer certains produits laitiers, par exemple, très contaminés. Et pourtant, nous avons montré qu'en France, certains groupes de population, à cause de la contamination de Tchernobyl par l'iode radioactif, certains groupes de population ont pu très largement dépasser les limites sanitaires à la thyroïde. Alors qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui en France? Eh bien, on ne le sait pas. Bien entendu, on peut espérer que les systèmes de radioprotection qui existent aujourd'hui en France, et en particulier l'IRSN, n'auraient pas le même comportement que les autorités de l'époque en 1986 en France, mais on n'en a pas forcément la garantie. Au moment de la catastrophe de Fukushima, d'ailleurs, l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire français, a fait des évaluations des doses qu'allait subir la population japonaise, et quelques jours après le début des rejets, l'IRSN s'est permis de dire que sur la base de ces modélisations, le système d'évacuation qu'avaient mis en place les autorités japonaises était satisfaisant. Pour nous, à la CRIRAD, c'était tout à fait scandaleux d'affirmer ça alors que la catastrophe de Fukushima était toujours en cours et que les Américains, par exemple, demandaient, eux, de prévoir un périmètre de, de vigilance, on va dire ça comme ça, de 80 kilomètres. Donc, ce que ça nous a montré aussi, ce moment de Fukushima, c'est que on ne peut toujours pas pleinement faire confiance aux autorités de radioprotection. Le jour où il va y avoir une catastrophe nucléaire, il faut absolument pouvoir disposer de capacités de mesure indépendantes des États. C'est pour ça d'ailleurs que la CRIRAD s'est créée en 1986. C'est pour ça qu'on exploite un réseau de balises de surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère dans la vallée du Rhône, de Genève jusqu'à Avignon. C'est pour pouvoir avoir des moyens de contrôle de la radioactivité indépendants des industriels et des États. Pour conclure, je dirais que face à tout ce qui tourne autour de la catastrophe nucléaire, on est vraiment dans un système qui est verrouillé, c'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir accès à des informations fiables. On le voit sur la question de l'évaluation des effets sanitaires de la catastrophe de Fukushima. A été mis en place une surveillance, heureusement quand même, pour l'état de santé des personnes jeunes, c'est les personnes qui avaient moins de 18 ans au moment de la catastrophe de Fukushima. Simplement, cette surveillance est totalement insuffisante. D'abord, elle ne porte pas sur toute la population. Même les adultes sont sensibles à l'exposition aux faibles doses de radiation. Deuxièmement, cette surveillance porte principalement sur les pathologies thyroïdiennes et non pas sur l'ensemble des types de cancers ou des pathologies qui peuvent être induites par l'exposition aux radiations au moment de Fukushima. Et d'un point de vue géographique, enfin, la surveillance qui est faite à Fukushima ne porte pas sur l'ensemble des territoires qui ont été impactés. Il n'y a pas que la préfecture de Fukushima qui a reçu des retombées importantes. Il y a aussi la préfecture de Miyagi au nord, par exemple, ou d'Ibaraki au sud. Et vous savez que les retombées sont allées d'ailleurs jusqu'à Tokyo. Donc par rapport à notre capacité à connaître les conséquences
sanitaire précise des catastrophes nucléaires. On l'a vu avec Tchernobyl et il est en train de se passer à peu près la même chose avec Fukushima, c'est que les systèmes de suivi sont verrouillés et nous n'aurons malheureusement jamais accès à une connaissance scientifiquement solide des conséquences sanitaires de la catastrophe de Fukushima. Je ne sais pas si j'ai atteint le temps, mais j'ai à peu près pu évoquer les points principaux que je voulais évoquer. Merci. Eh bien, merci Bruno pour cette contribution. On va donc commencer avec les questions. Je vais essayer donc de regrouper des questions par thème. Et donc je précise qu'on doit arrêter à 16 heures parce que ça correspond à minuit au Japon, ce qui est quand même déjà un peu tard. Et pour commencer, donc, on va poser une question à Akiko Morimatsu. Alors, il y a eu beaucoup de questions concernant le suivi épidémiologique des évacués. Des gens qui s'étonnent, est-ce qu'il y a eu un suivi épidémiologique ou pas? Alors, certes, il y a eu des informations données par Madame Morimatsu sur le cancer de la thyroïde. Il y a eu des besoins, des demandes de précision de l'importance de ces cancers par rapport aux statistiques normales, etc. Et donc, est-ce qu'il y a des études, des statistiques fiables sur les conséquences sanitaires, cancer, malformations, atteinte cardiaque, pulmonaire, etc. Est-ce qu'il y a eu des décès ou pas? Il y a beaucoup de questions là-dessus. Alors, je pense que Akiko peut peut-être donner des précisions sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas à ce sujet. とうございます。私は一般市民なのでお答えできる範囲でお答えしますね。 Merci beaucoup pour cette question. Et puisque je suis une simple citoyenne et je ne suis pas médecin, non, ni épidémiologue, je vous réponds en tant que dans ma capacité. どうぞ。はい。まず、疫学調査で言うと、ブルーノさんも、コメントされていたと思いますが、本当に当時18歳未満の子供たちに対する、甲状腺エコー検査だけが、福島原発事故後に、公的に、調査を行った、まず健康調査になります。それ以外は、残念ながら、ないと言ってもないです。 Alors, en ce qui concerne l'examen sanitaire après l'accident de Fukushima, comme j'en ai déjà parlé, seul le dépistage de échographie, pas échographie, sur les personnes qui avaient 18 ans ou moins au moment de l'accident pour le thyroïde est effectué. Et en dehors de cela, il n'y a aucun examen ou dépistage systématique. どうぞ。はい。皆さんも驚かれていると思いますが、私自身も本当に驚いているんですが、そもそもスピーチの中でもお話しした通り、原発避難をしている人が何人かも数えていませんし、それから病気になった人が何人か数えようという、調べない、でそれから知らせない、で助けないっていう、こういう流れがずっとありまして、何も本当に人数をカウントしないっていうのが、避難者の人数もそうですし、健康被害に対しても、もちろん調べない、なるべく調べない、調べていたものもやめようとするっていう状況が続いています。調べなければ結果は分かりませんので、はい。Sonia m'a dit qu'il y en avait beaucoup qui sont surpris par l'absence de l'examen médical, mais moi aussi, je suis surprise. Et comme je vous ai dit, enfin, je n'ai pas, peut-être elle n'a pas eu le temps de développer, le principe pour les autorités est on ne compte pas, on ne fait pas examen, donc l'effet n'existe pas. Donc, il n'y a pas, par exemple, le comptage fiable des victimes, des réfugiés ou évacués. On ne sait pas à l'heure actuelle combien de personnes vivent encore en situation d'évacuation. Et il n'y a pas d'études fiables sur la morbidité ni de décès
Et s'il y avait des études euh, qui étaient intéressantes, les autorités arrêtent les études. Donc, c'est vraiment ne pas faire de recherche. Donc, les données n'existent pas et les faits n'existent pas. C'est comme ça au Japon. どうぞ。はい。あらゆる理由をつけて、カウントしない、数えないようにしようと、しています。例えば、調べることが、人権侵害だとかというようなことを言いますし、調べたら不幸になるとか、知らない方がいいんだというふうな、そういう言い方をします。つまり健康に対する権利の侵害だという発想が全くなくて、市民は知りたいことが、逆に政府は知られたくない、バレたくないので、調べなければ報道もされませんし、数えてないわけですから、そういう構図になっていると思います。Alors, donc, les autorités créaient toutes sortes d'excuses pour ne pas compter quoi que ce soit. Donc, ils disent par exemple que faire l'enquête, c'est la violation des droits de l'homme. Et si on parle de dégâts sanitaires, les victimes deviennent malheureux. La population, il vaut mieux épargner les populations les informations sinistres, l'information qui leur donne le stress et qui les rend malheureux. Donc, il n'y a pas de cette idée qui fait que donner l'information, c'est la protection fondamentale des droits humains. C'est complètement absent au Japon à l'heure actuelle. どうぞ。はい。つまり、自分自身の健康に対する権利の侵害だけでなく、私たち市民がその状況を把握するための知る権利も同時に侵害されている。それからそのことについて意見を交わしたりどうなんだろうというふうな自分の意見を表現するその言論の自由という、そういう権利も侵害されている。あらゆる、健康に対する権利だけではなくて、基本的人権のあらゆる面を侵害しながら、人数を数えない、調べない、知らせない、助けないという流れになっています。Donc, il ne s'agit pas simplement la violation de droit à la santé, mais aussi il s'agit d'une violation des droits aux informations et aussi la violation des droits de discuter librement. Donc, là, il s'agit vraiment de violation des droits fondamentaux et sur cette base, ils ne, ils ne comptent pas, ils ne font pas de recherche et ils font comme si rien n'existe. Oui, alors cette fois-ci, on va poser une question à Bruno. Donc, il y a eu plusieurs questions autour des rejets des eaux usées de Fukushima. Donc, est-ce que ce rejet a eu un effet important, des conséquences considérables ou pas pour les pêcheurs, pour les droits de l'homme des habitants du Japon, mais aussi d'autres pays, pour la pollution de la mer, pour la santé des enfants? Donc, quel est l'impact de ces rejets d'eau contaminés? Bon, alors peut-être, bon déjà, il faut donc rappeler ce qui se passe avec ces eaux usées, c'est que donc, vous le savez, il faut refroidir en permanence les corium des 3 réacteurs 1, 2, 3 de la centrale de Fukushima. En plus, il y a des eaux qui s'infiltrent pratiquement en permanence au contact de ces matières radioactives, eau de pluie, eau souterraine. Donc TEPCO est obligé de recueillir en permanence tous les jours des volumes très importants d'eau radioactive. Il y a, et c'est encore vrai à fin d'année 2023, 1,3 million de tonnes d'eau contaminée dans un peu plus de 1000 réservoirs. Donc le problème auquel est confronté TEPCO, c'est que faire de ces eaux radioactives. En réalité, TEPCO a mis en place des traitements pour essayer de retenir une partie des substances radioactives qui sont dans ces eaux
avant d'envisager de les rejeter. Le problème, c'est que 70% du volume de ces eaux n'a pas subi un traitement pour l'instant satisfaisant et elles vont devoir être retraitées. Ensuite, il y a une autre partie de ces eaux qui sont dans les réservoirs qui ont été à peu près correctement traitées, sauf que il y a un élément radioactif qu'il est pratiquement impossible de retenir, c'est le tritium, qui est de l'hydrogène radioactif. Donc ce que TEPCO a demandé et a obtenu des autorités japonaises avec l'aval de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est de pouvoir progressivement rejeter dans le Pacifique les eaux qui, disons, contiennent encore ce tritium. En réalité, les eaux qui ont été rejetées, vous savez qu'on en est à la 4e campagne de rejet qui s'est terminée. La première a commencé en août 2023, la dernière s'est terminée il y a quelques jours. Donc ces campagnes de rejet ont conduit évidemment à rejeter dans le Pacifique des éléments radioactifs, principalement du tritium, à un niveau légèrement inférieur à 5000 milliards de becquerels, c'est quand même pas rien. Il y a aussi d'autres éléments radioactifs dans ces eaux, par exemple du carbone 14, qui a une période de 5700 ans, de l'iode 129, qui a une demi-vie de 16 millions d'années. Donc évidemment, ces rejets rejettent, comme leur nom l'indique, de la radioactivité dans le Pacifique. Quel va en être l'impact? Ça, c'est une question qui est compliquée. Si on est dans une vision, comment dire, classique, c'est-à-dire la vision selon laquelle l'impact du tritium serait bien connu. À ce moment-là, avec les modèles habituels, TEPCO a raison de dire que l'eau qui est rejetée respecte un certain niveau de dilution, que cet impact finalement est plus faible, et c'est vrai, que celui de l'usine de La Hague. L'usine de retraitement de La Hague en France rejette des centaines de fois plus de ce tritium dans l'environnement. Mais si on se place du point de vue de la méconnaissance des effets du tritium sur les êtres vivants, et ça c'est vrai que les connaissances scientifiques sur l'effet du tritium sur les organismes vivants sont très insuffisantes. Beaucoup de scientifiques dans le monde reconnaissent que on ne connaît pas précisément les effets de ce tritium qui se retrouvera ensuite au cœur de nos cellules, au cœur de l'ADN de nos cellules, les effets sur la santé. Et donc, de ce point de vue, rejeter ces éléments radioactifs dans l'environnement, eh ben, c'est faire courir un risque supplémentaire à des consommateurs de poissons, à des populations, et c'est d'autant plus critiquable dans le cas particulier de Fukushima, que cette population a déjà été soumise à des doses très importantes en 2011, continue à être soumise à une radioactivité aujourd'hui, d'autant que si on parle de la pollution du milieu marin, il y a toujours des transferts quasiment permanents de radioactivité vers l'océan Pacifique. Parce que par exemple, la radioactivité de Fukushima qui est retombée sur les sols, elle continue à être transportée par la pluie dans les rivières qui aboutissent dans le Pacifique. Donc au contraire, tout devrait être fait pour ne pas en rajouter encore. Et c'est pour ça que de ce point de vue, la décision de TEPCO de commencer à vidanger les réservoirs dans le Pacifique, c'est évidemment pas une bonne chose pour l'environnement. On va rester avec, sur ce sujet encore pour une petite question qui est plutôt, je pense, pour Akiko Morimatsu. Comment les associations de citoyens au Japon, les coopératives de pêche se positionnent-elles par rapport à l'affirmation que les rejets, notamment de tritium, de contaminés en général, seront sans impact ou négligeables? はい、ありがとうございます。私自身はもちろん、地上のタンクに溜め続けていれば半減期も、で量が減りますし、流す必要性は全くないと思っています。で、そもそも日本では、まず、汚染水と言ってはいけないというふうな
ことになっています。私は汚染水、トリチウムも含めて、入っているものは、処理をしても処理しきれてない70%ぐらい残っている汚染が、まだトリチウム以外も残っているので、汚染水は汚染水と呼べばいいのに、日本社会ではまず汚染水と呼ばずに、処理水と言い換えるっていうのが政府からの押し付けられた用語で、その言葉をまず広くマスメディアも、マスコミ自身も汚染水というところはほとんどありません。処理水と言い換えて報道をします。だから多くの人は、まずもう処理されてるイコール、きれいな、クリーンで安全になってるから流していいんでしょっていうふうに誤解をさせて、多くの人はそういうふうに騙されていますが、福島県民をはじめ、漁業の関係者は汚染が入っていることを知っていますから、結局それは良くないというふうに反対をしているのですが、圧倒的多くの人は、先ほど言った言論の統制があって、処理水というような方向に仕向けられています。Moi-même, je pense qu'il vaut mieux garder des eaux contaminées dans les réservoirs. Il n'y a aucune raison de jeter ces eaux dans l'océan. On peut les garder en attendant que la radiation, enfin la radioactivité diminue. Alors, mais pour le grand public, ou la société civile, euh, par exemple, on ne peut pas dire les eaux contaminées ou les eaux radioactives. Il faut employer deux mots, les eaux traitées. C'est imposé et donc les mass médias, par exemple, c'est pas permis pour eux, c'est pas permis d'utiliser les mots contaminés ou radioactifs. Il faut dire les eaux traitées. Donc, le grand public qui reçoit l'information via des journaux ou surtout par télévision, il considère que bon, ces eaux sont traitées, donc il n'y a pas de risque. Donc, alors, mais par contre, les populations de Fukushima ou de secteurs, ils sont conscients de risques et des dégâts, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a cette propagande le contrainte de liberté d'expression si forte que ces voix sont étouffées. Ok, donc on va revenir un peu en France. Donc il y a des questions sur la gestion post-accidentelle en France, donc qui est gérée par, enfin c'est le CODIRPA qui s'occupe d'organiser ça, le comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d'une situation d'urgence radiologique. Donc, il y a des questions sur comment ça s'est prévu que ça se passe, et il y a des questions aussi sur comment sont fixées les doses limites de radioprotection. Comment faire pour que ce soit aussi fait pour la santé des populations et pour l'environnement plutôt que pour l'économie du nucléaire. Question subsidiaire, je dirais. Bon, donc le CODIRPA, c'est une structure qui travaille depuis des années maintenant pour essayer d'anticiper ce qu'il conviendra de faire au moment d'une catastrophe nucléaire. Mais ce qu'on peut dire en résumé, c'est que il est impossible de répondre à toutes les problématiques que pose une catastrophe nucléaire, et ça sera évidemment aussi le cas en France. Que faire, par exemple, enfin, à partir de quel niveau on va décider que des sols contaminés seront contaminés? À partir de quel niveau on va décider, ce que je disais tout à l'heure, qu'on peut laisser une population vivre sur un endroit contaminé ou pas? Toutes ces questions restent aujourd'hui des vraies questions. C'est-à-dire que si on demande à une population si elle est prête à rester sur un territoire sur lequel le taux de radiation est 3 fois, 4 fois, 10 fois supérieur à la normale, cette population ne répondra pas la même chose que si ce sont des experts qui se réunissent entre eux pour fixer des normes opérationnelles. C'est pour ça que c'est très important dans tous ces processus que les citoyens soient consultés. C'est aussi parce qu'il y a derrière tout ça un jugement, comment dire? Subjectif,
qu'il est si difficile de mettre en place des normes de protection sanitaire parce que la dose maximale annuelle admissible, par exemple de 1 millisievert par an, comme je le disais tout à l'heure, c'est une dose au-delà de laquelle la probabilité de décès par cancer est jugée socialement inacceptable. Simplement, si, comment dire? Si on vous laisse subir des doses inférieures à cette norme, mais que c'est vous qui décédez ou vos proches qui décèdent d'un cancer, pour vous, c'est socialement inacceptable. Donc, ce problème de la fixation des normes sanitaires, il est très complexe. Il est d'abord très complexe d'un point de vue scientifique, parce que à la question comment ces normes ont été fixées, elles ont été fixées d'abord par le suivi de l'état de santé des survivants des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Ces populations, les survivants, sont toujours suivis aujourd'hui. Et c'est l'excès de décès par cancer de ces populations depuis qu'elles sont suivies, comparé aux doses qu'elles ont subies au moment des explosions atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, qui a permis d'établir une courbe de correspondance entre la radioactivité subie et le risque et la quantité de décès par cancer. Donc c'est basé principalement là-dessus. Mais ça pose beaucoup de questions d'un point de vue scientifique parce que l'irradiation au moment d'une explosion atomique, ça n'a rien à voir avec des contaminations à des niveaux faibles mais permanents que vont subir des populations après un accident nucléaire. Donc ça pose des problèmes de connaissances scientifiques et après des problèmes de décider à partir de quelle probabilité on considère que c'est inacceptable de laisser, comment dire, à partir de quel niveau de risque on considère qu'on est dans une situation inacceptable. Est-ce que c'est un cancer sur 1 million, un cancer sur 2 millions, un cancer sur 100 000 personnes? Donc tous ces sujets sont vraiment des sujets très complexes. Je voudrais juste peut-être préciser un chiffre par rapport à cette frontière entre l'acceptable et l'inacceptable, c'est que la dose de 1 millisievert correspond, d'après la Commission internationale de protection radiologique, à un risque de décès, disons entre 5 et 6 décès par cancer pour 100 000 personnes. Mmh. Voilà ce qui est considéré du coup comme ce qui est acceptable ou pas acceptable par les experts qui se sont penchés sur la question. Merci. Alors, il nous reste 4 petites minutes. Alors, je vais poser une question que je pense pouvoir être répondue assez rapidement à Akiko Morimatsu. Donc, une question qui est, les personnes plaignantes des procès ont-elles au Japon la possibilité d'être entendues par une autorité sanitaire pour faire valoir leurs droits? Et bon, je pense que s'il reste un petit peu de temps, peut-être que parler un peu de l'avancement des procès, c'est peut-être une option. Voilà. まず健康問題に対して聞けるお医者さんとかはいるのかっていうと、多くの、医師とか専門家は、おそらく、政府が発表しているのは、因果関係はありませんとか、もしくは裁判も争うというふうになっていますので、そういう状況の中で、それがオフィシャルな発表だと思っているので、因果関係はないんでしょとか、あとは国連の科学委員会がそういうふうに言ってたっていうふうに、政府のホームページ、外務省のホームページに出ていたりするので、それを信じてしまっている人もいるのですが、私たち市民感覚としては、福島県内や避難をしている人たち、特に別の民事の訴訟などをしている人とか、それから刑事の告訴団に加わっている人たちとか、株主代表訴訟の人とか、皆さんそういう訴訟に絡んでいる人たちは、そういう客観的なデータや、被爆は、たとえ1ミリシーベルト以下でも、浴びるより浴びない方がいいという LNT モデルとかいうのも、浴びるより浴びない方がいいというふうに、ちゃんと無用な被爆を避ける権利があるっていうのが根本にあるので、それに基づいて、そういうことを支持しているお医者さんや専門家も、裁判の証人になったり、専門家証人になったりして、裁判を支えてくださっていますが、なかなか政府の発表とそれが相反するので、争いになるっていうふうな状況にはなっています。で、もう一つの質問は、集団訴訟の進捗についてですけれども、私は福島から大阪に避難をしてきていて、大阪地方裁判所というところで、
集団訴訟が240人ぐらいの訴訟団なんですけれども、大人も子供も入っています。で、全国には30個ぐらいの民事集団訴訟があって、進捗としては、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の審理も、もう決定最高裁判所の判決が、一昨年、実は、国に責任はないという判断をしていますが、それをやっぱりそうではないと思っている人たちが、あらゆる証拠を出して、今も、高等裁判所レベルのグループもいますし、私は地方裁判所レベルですけれども、国に責任はあるし、損害もきちんと認めるべきだというふうに、国と東京電力相手の訴訟団は、全国で30ぐらい、進捗も最高裁判所で判決が出たところから、地方裁判所もまだ私は判決もらっていないのですが、バラバラの進捗の中で、一点としては、国が国策で進めて、これだけの損害が発生しているし、まだ避難者の人もいるし、状況は被害が続いているので、きちんと責任を追及するということは、変わらず国に責任があるという判断を求めて、ずっと戦っているという状況です。En ce qui concerne le problème sanitaire, l'avis officiel est qu'il n'y a pas de lien de causalité entre des maladies et l'accident nucléaire de Fukushima d'Haïti. Et il y a aussi un SCARE, donc l'ONU, qui appuie ce point de vue. Donc, la plupart des médecins et des experts sanitaires adaptent cette opinion sans critiquer. Mais il y a quand même minorité de médecins et experts qui s'alignent avec des plaignantes pour lutter ces procès juridiques à leur côté. Et donc les plaignants et plaignantes ont appris aussi, et c'est pas seulement le procès en civil, mais il y a un procès au pénal. Et puis, il y a les procès intentés par des actionnaires de TEPCO et ces plaignants ont appris au fur et à mesure et ils sont étayés avec des données scientifiques avec la coopération de ces experts. Et en ce qui concerne l'action collective, il y a à peu près 30 de procès au civil en cours actuellement. Et Akiko Morimatsu elle-même, elle est représentante d'un procès intenté dans la région métropolitaine d'Osaka par des évacués, soit par ordre, soit auto-évacués, et qui sont de à peu près 240 personnes. Alors, où on en est avec ces procès, 30 de procès, et ça dépend. Il y en a, par exemple, le procès à Osaka, dont Akiko est représentante, et encore en première instance, donc au tribunal de Osaka, district de Osaka, alors que le premier jugement à la cassation a eu lieu au mois de juin 2022 et dans lequel la responsabilité de l'État n'a pas été reconnue. Donc, ces plaignantes, ces victimes continuent à lutter, revendiquer leurs droits et aussi pour faire reconnaître la responsabilité de l'État en ce qui concerne l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi. Je peux ajouter, là, il y en a 4 qui sont allés jusqu'à la Cour suprême. Oui, ça. Mais c'est pas tout à fait la responsabilité, mais la TEPCO a été condamnée de verser des dommages qui sont importants. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que n'importe comment, TEPCO doit dédommager, mais ils ont tenu vraiment pour montrer que l'État n'est pas responsable. Voilà. Oui, j'ai oublié de dire que à ce jugement de 2022 à la Cour de cassation, enfin l'équivalent de Cour de cassation au Japon, ils ont jugé
quatre, cas en même temps. Eh bien, faute le temps a passé, il y a encore beaucoup de questions auxquelles on aurait aimé répondre, mais ça n'est pas possible malheureusement, hein. Il va falloir refaire d'autres conférences. Donc merci à Bruno Chariron, à Kiko Morimatsu pour leurs interventions, leurs réponses très intéressantes. Merci aux traductrices pour leur travail à toutes les deux. Et puis à Pierre à la technique. Et merci à tous pour votre écoute et votre participation. Et bien sûr, n'hésitez pas à diffuser ce lien autour de vous.